Alors, je remercie infiniment aussi le professeur Belkhadir de l'invitation. On en avait discuté à plusieurs reprises. C'est à partir d'un protocole qui a été réalisé dans le cadre de la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, que je présente tout de suite pour commencer. Au fait, c'est un protocole qui a émané suite à une réflexion au niveau du CHU de Marrakech. On a beaucoup de malades qui meurent par des complications aiguës du diabète. Notamment parce qu'ils sont gérés aux urgences ou dans certaines structures avec des bolus d'insuline IV, pas mal d'hypoglycémie, et puis quand ils sont transférés, forcés en service d'endocrinologie, se retrouvent avec d'hypocalémie et des transferts secondaires, et donc ça a fait une discussion autour de ça et un rapprochement avec le service de professeur Ansari. Et je tiens à rendre un grand hommage ici aux résidents d'endocrinologie du service d'endocrinologie de Marrakech. Je pense que Dr Bahi est là. Non? Oui. Ben, c'est elle, parmi les personnes qui ont fait le gros du travail. Il y a eu des présentations et puis c'est eux qui ont fait une première ébauche au niveau des urgences. Un protocole du CHU entre deux services, les services des urgences de réa et d'endocrinologie. Et puis par la suite, ça a été adopté par la Société marocaine d'anesthésie et réanimation et l'Association des anesthésistes du Nord. On a fait tout un groupe pour discuter et élaborer un protocole national. Le professeur Belhaj parlait tout à l'heure de recommandations locales qui pourraient être très très importantes. Alors, dans ce contexte-là, vous pouvez, parce que j'aurais pu présenter le protocole, point, et vous allez le voir. C'est très facile, smart.ma/référentiel, PHP sur vos smartphones, vous le sortez tout de suite et on pourra suivre, parce que c'est le socle de mon intervention. Le contexte. Alors, le contexte, c'est que l'hyperglycémie en réanimation, dans les déchocages, elle est fréquente. Elle entraîne une augmentation de la mortalité. Il y a un tableau là qui montre que juste l'hyperglycémie de nouveau en réa, c'est 16% de mortalité, c'est évident. Mais on a des problématiques de tous les jours, c'est les deux types de grandes urgences hyperglycémiques, l'acétoacidose et l'état d'hyperglycémie smolaire, que nos praticiens, ils sont confrontés de façon très très importante, que ce soit les généralistes, les médecins de famille, les paramédicaux, les urgentistes, les réanimateurs, tout le monde est confronté à ça, mais il n'y a pas de structuration de la prise en charge et on a ce genre d'accident. Et puis on a de la mortalité. Si on prend juste l'acidocétose, c'est 2 à 8 épisodes par 1000 patients, avec une mortalité qui varie entre les pays et les structures, de 2% chez l'enfant jusqu'à 20%. C'est quand même énorme. Donc c'est une vraie problématique. C'est pour ça que j'ai choisi de changer le titre de ma présentation, en se basant sur le protocole. C'est la prise en charge des urgences glycémiques en réa, mais toutes les situations d'urgence. Ça peut être dans un cabinet privé, ça peut être dans des services des urgences, ça peut être n'importe où. Et ce protocole, il a été élaboré pour toutes ces structures. Tout le monde peut se retrouver et contextualiser au contexte marocain. Pour faire un départ de lien, c'est une patiente, 26 ans, qui est diabétique connue, qui présente des douleurs lombaires, vomissements, pression normale. Il arrive aux urgences, elle est comme ça. C'est quoi selon vous? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, d'accord. C'est ça le réflexe. On a un tableau clinique, un modèle mental évident qu'on voit ici. On va aller sur le dextro. Un premier message que je voudrais lancer aujourd'hui, c'est qu'il y a les Américains et les Anglo-Saxons qui nous ont précédés, que devant toute situation d'urgence, il y a une approche systématique. Ça a commencé par les pédiatries, mais qui pourrait être généralisée chez tout le monde. À la vue, juste cette patiente, juste à la vue, on a quelque chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la position de la tête. Il peut s'asphyxier. Il y a l'airway, le travail respiratoire. Il y a des choses sur la circulation. Il peut être en état de choc. Et donc, il faudra avoir une approche systématique. Je vous invite à être présent parmi nous tout à l'heure au workshop. On fera un scénario comme ça. On va détailler cette prise en charge systématique, comment évaluer les patients selon des approches. Et la glycémie ne vient qu'à la troisième étape, parce qu'il faut identifier des urgences vitales qu'on peut régler par des gestes simples. Et on pourra avancer. Et puis on va faire la glycémie.
Ça va, c'est clair ça? Alors le diagnostic, vous l'avez dit, respiration de Kussmaul. Alors pour ces urgences, c'est la physiopathologie qui va définir les deux tableaux cliniques, clinico-biologiques. Pour l'acidocétose, c'est très rapide. Deux choses essentielles. Il y a l'hyperglycémie et il y a la production de corps cétonique. Ça aboutit à certains symptômes ici, notamment la soif, la perte de potassium et puis à la déshydratation qui va entraîner le reste et la gravité du tableau, ce qui va conduire à la mortalité. La différence importante avec le syndrome d'hyperosmolarité, c'est que l'insulinémie est suffisante dans l'hyperosmolarité, donc pas de cétose, pas d'acidose, et c'est la déshydratation qui va entraîner le coma. Dans le protocole, on a défini comment faire le diagnostic positif. Il y a des éléments de glycémie capillaire et de cétonurie, voire de cétonomie sur certaines machines. Il y a des éléments biologiques qui ne sont pas disponibles partout, je vais revenir là-dessus. Donc l'acidocétose diabétique est définie par l'hyperglycémie, l'acidose, les bicarbonates et la présence de corps cétonique. L'hyperosmolarité est définie par l'hyperosmolarité. C'est une formule qu'il faut calculer. Et ça, c'est le tableau comparatif. Supérieur à 6 grammes, il n'y a pas d'acidose, il n'y a pas de bicarbonate. La cétonémie est très limite, mais c'est l'hyperosmolarité qui fait la grosse différence. Ça va? Quel bilan demandez-vous? Ben, il nous faut ce qui va nous donner tous ces éléments-là. Il y a ce qui est dans le diagnostic, la confirmation diagnostique, et puis il y a la cause qui a entraîné la décompensation. Il faudra faire des choses. Alors si on est dans une structure qui n'a pas ça, devant des situations, il faudra dire est-ce que je vais transférer le patient ou je ne vais pas le transférer. Et c'est pour ça que ces éléments-là sont très très importants. C'est pour définir des catégories de patients de mode minime, modéré à sévère. Et c'est la biologie qui va définir. Certes, il y a des éléments cliniques, le Glasgow, la fréquence respiratoire ou la détresse respiratoire, un état de choc, ça ne se discute pas. Mais s'il n'y a pas tout ça, la biologie, elle est très très importante. Et dans ce cadre-là, je voudrais faire de la promotion, même si je n'ai aucun conflit d'intérêt. Actuellement, il existe sur le marché, et je vais me permettre de dire le nom, le iStat, c'est des petites machines qui peuvent vous permettre de mettre des cassettes de gaz du sang, de chimie complète, d'hémoglobine, etc., que je pense que tous les professionnels qui sont confrontés à des situations d'urgence, notamment urgence métabolique et diabétique, doivent pouvoir avoir ces éléments-là pour prendre des décisions d'évaluation de la gravité. On n'est pas obligé d'apprendre l'artériel. Le veineux, dans le cadre de l'acidocétose ou de l'hyperosmolarité, c'est pareil. Il y a une petite différence de maximum 1,88. Donc sur le pH, pas de problème. Même si on n'a pas de gazométrie, on a une formule à partir des bicarbonates qu'on peut faire sur ces labos délocalisés. Donc on peut établir les gravités pour décider d'où orienter. Est-ce qu'on va orienter d'emblée dans un service de réanimation? Et c'est là on a mis dans le protocole les indications d'hospitalisation en réanimation sur le terrain, sur l'état clinique et sur la biologie. Au fait, on a adapté ça de ce qui existe dans la littérature, notamment les guidelines britanniques, c'est à peu près la même chose. Et puis, il ne faut pas oublier les pathologies associées qui ont décompensé. L'infarctus du myocarde doit atterrir dans une structure pour avoir une angioplastie d'urgence ou bien un AVC, un scanner, etc. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps. D'accord. Maintenant, je dois définir, le diagnostic est simple, je dois décider de la gravité ou de la rapidité, mais en ayant fait des choses, une mise en condition. Et puis, je vais commencer par la prise en charge thérapeutique. Elle s'articule autour de ces différents éléments, la réhydratation, l'insulinothérapie. Nous, on a mis plutôt la recharge potassique avant l'insulinothérapie. Je vais dire pourquoi. Et puis, le traitement d'acteurs déclenchants et la surveillance de ce qu'on a introduit. Sur la prise en charge thérapeutique qu'on a adopté et contextualisé chez nous, on s'est basé sur les guidelines internationaux. Vous voyez ici les guidelines de l'ADA
concernant la prise en charge et de l'acidocétose et du coma hyperosmolaire, ben c'est un peu compliqué pour le Maroc. Bon, on a fait un truc plus simple. Sur le plan réhydratation, il faut retenir qu'il faut tenir compte de plusieurs éléments. Le déficit hydrique dans l'acidocétose est de l'ordre de 5 litres, 6 litres, mais dans le coma hyperosmolaire, il est de l'ordre de 10 à 12 litres. Et il faut adapter ça en fonction d'un patient qui a une insuffisance cardiaque, si on commence à remplir, on risque d'entraîner un OAP, en fonction de l'âge, en fonction de l'évolution, quand on commence le traitement, et en fonction du diagnostic. Est-ce que c'est un hyperosmolaire ou... Nous, les réanimateurs, on utilise beaucoup les formules pour avoir le déficit hydrique. On calcule la natrémie corrigée, parce que la natrémie, il est faussée dans ce contexte. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et on a mis, voilà, en commun, il faut évaluer ces particularités pour ne pas causer du harm. Pour l'acidocétose, c'est ça. Pour l'hyperosmolaire, c'est ça. Et en tout cas, dès que la glycémie baisse, ben, on va faire un modèle de perfusion et on va brancher un G10 en Y pour qu'il n'y ait pas d'hypoglycémie. Pour la calémie, ça va pour la réhydratation. Vous prenez le protocole, vous l'appliquez, c'est étudié, c'est evidence-based. Pour la calémie, c'est très très important parce que il faut recharger. On donne des médicaments qui vont baisser la calémie. La situation de la calémie, elle est anormale. Dans un premier temps, il y a de l'hypocalémie, mais dans un second temps, avec la diurèse ou le liguré, ça va devenir de l'hypercalémie. Donc la calémie, elle est très très importante. Et on va faire en fonction de la calémie. Le plus important, et je vais revenir là-dessus, c'est que l'insulinothérapie, on ne la commence jamais si on n'a pas de chiffre de calémie. Il faudrait que la calémie soit supérieure à 3,5. L'hypocalémie tue. Ça a été dit dans l'hypoglycémie, ça a été dit un petit peu partout. Et c'est la faute que commettent nos praticiens. Ils ne vérifient pas la calémie, ils commencent à donner de l'insuline, un petit peu reprochable dans certaines façons de faire. Et ça induit une hypocalémie majeure et ça induit de la mortalité. Donc la réhydratation seule, progressivement, va améliorer les choses. Et puis on vérifie la calémie et on va faire idéalement en continu en seringue électrique. Maintenant, les seringues électriques n'existent pas partout. Dans plusieurs protocoles maintenant dans la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, on donne toujours des solutions, notamment faire des règles de 3 et faire dons de perfusion, mais contrôler obligatoirement la réglette, juste le temps d'arriver dans des services qui ont la capacité de faire. Toutefois, deux messages importants. La première, c'est que si jamais on arrête brusquement une perfusion, c'est le rebond. Et qu'on ne peut pas se permettre de donner des bolus, jamais de bolus. On ne va pas se permettre que si le patient est conscient et alimenté et en chevauchement avec la perfusion continue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a dit qu'on préfère l'insuline rapide. Ben, devant une majorité d'endocrinologues, vous pouvez très bien comprendre que pharmacocinétiquement, l'insuline ordinaire, il persiste longtemps et donc il y a plus de risque d'hypoglycémie avec l'insuline ordinaire et qu'on est beaucoup plus sécuritaire avec les rapides. Ça, c'est une étude sur la glulysie. Est-ce qu'on est capable de faire de la sous-cutanée dans ces formes-là? Oui, il y a des études qui ont été faites avec une méta-analyse qui a montré qu'en utilisant de l'analogue en sous-cutané dans les formes modérées, on pourrait très bien gérer les patients. C'est la même efficacité que la perfusion et une réduction carrément de coût, mais à condition que ça soit de la forme modérée. Alors, on en est où? Nous, ce qu'on a mis ici, alternative à la voie IV, insuline rapide analogue, sous-cutanée 0,2. Ces études, ils ont toutes été faites par l'ISPRO, pas par la glulysie. Alors, le relais, il faudrait des conditions, comme on a dit, de conscience, de bicarbonate, etc. Et il a été étudié plusieurs protocoles. Nous, on a précisé ici la glargine parce que la basale, je ne vais pas revenir sur la physiopathe. Il y a un choix qu'on pourrait faire et logiquement, elles sont équivalentes les différentes molécules basales mais il y a eu une étude, alors je vais revenir, une étude la plus importante, avec un grand nombre, qui a comparé
la glulysine glargine versus NPH régulier. Et donc, il a montré une réduction très, très importante et significative des hypoglycémiques. Et donc, la glargine fait une très bonne alternative. Et sa pharmacocinétique l'explique très, très bien. Donc, dans ce guideline, dans leur conclusion, ils ont vraiment... on en est presque. Oui, j'en ai un. Alors, l'alcanisation, il faut pratiquement oublier. Beaucoup d'œdème cérébral. Il continue à être recommandé dans certaines situations spécifiques, mais c'est plutôt de l'affaire des réanimateurs sur des argumentaires très solides. C'est vraiment limité. Les mesures associées, il ne faut pas les oublier. Traitement étiologique et les mesures adjuvantes, la vitaminothérapie. On en voit beaucoup d'encéphalopathie de Wernicke. Et il faut asseoir des modalités de surveillance. Dans le protocole, on a insisté sur un aspect de collaboration entre les spécialistes, notamment l'équipe spécialisée d'endocrinologie. On n'est pas obligé de déranger les endocrinologues très tôt, la nuit. On peut faire les choses et puis appeler les collègues obligatoirement, à la fois pour la prise en charge ultérieure, pour le relais. Normalement, c'est les endocrinos qui devraient asseoir ces traitements-là. Et puis l'éducation thérapeutique, c'est leur dada, et intégrer une équipe multidisciplinaire. Donc voilà un schéma qui résume tout, l'historie, la prise en charge des situations vitales. La biologie, elle est très, très importante. Et puis, faire les choses slowly, 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 et diminuer progressivement. Donc, au total, diagnostic simple, basé sur la définition, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. L'insulinothérapie n'est pas une urgence, contrairement à la réhydratation, au mieux par sérum salé, et pouvant à elle seule corriger une grande partie de l'hyperglycémie. Il faut s'assurer d'une calémie supérieure à 3,5. Dans les formes modérées, les analogues rapides peuvent très bien être utilisés en sous-cutané. C'est vrai qu'on a élaboré un protocole national, mais chaque structure devrait avoir son protocole à elle, élaboré, multidisciplinaire, standardisé, evidence-based, entre ces différents intervenants, au moins. Et notamment par les pédiatres et les obstétriciens pour la femme enceinte. Et puis l'éducation, comme a dit Nelson Mandela, est le nerf de la guerre. Je vous remercie. Donc je vous invite au workshop, on aura le temps de discuter les détails. Merci Ladib pour cette excellente présentation. Je pense que ça va peut-être susciter quelques questions par la suite. Vous pouvez rester avec nous. En attendant votre